Bonjour à tous, de lumière pour Cinémaniacs. J'ai avec moi Martin Albert, homme expérimenté dans le côté critique de films sur DVD, Blu-ray, 4K et fin connaisseur de l'univers de Star Trek. Martin, live long and prosper. Ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Martin, oui. Très longtemps que j'ai pas fait de critique, alors on s'amuse côté Star Trek. Ben, j'ai pensé à toi premier, on s'est revu il y a pas longtemps, ça faisait un bout qu'on n'avait pas collaboré sur quoi que ce soit, puis je me suis dit que t'es le gars parfait pour ça. Fait que j'ai eu le bonheur d'avoir quelques exemplaires, fait que je t'ai envoyé ce coffret-là, qui est le nouveau coffret 4K, et voilà. Toutou, comme ça. Le nouveau coffret 4K qui offre les 6 films de l'équipe originale de Star Trek en 4K et en Blu-ray dans le même boîtier, dans 2 boîtiers séparés à l'intérieur. Puis, juste à noter aussi qu'il y a également, offert par Paramount Home Entertainment, il y a aussi les 6 films présentés en format individuel en 4K et également, mon Dieu, excusez, j'ai une pile ici, là. J'ai également les films, là, j'en ai 2 seulement devant moi, là, en Blu-ray, mais c'est des versions remasterisées 4K. Et Martin, tu vas nous parler de ça. Je veux avoir ton avis sur ça, sur les films en 4K maintenant, Ultra HD. Mais ça, en 4K, bon, juste avant que tu m'envoies les coffrets, je venais de les regarder sur iTunes. Puis que déjà que je trouvais très très beau. Quand j'ai reçu les coffrets, je me suis retapé les scènes clés que j'avais aimées puis qui avaient un wow factor qu'on dit pour la haute résolution là. Puis iTunes sont vraiment loin loin derrière ce nouveau Blu-ray 4K. Sur iTunes les pistes sonores sont quasi stéréo là, même s'il dit Dolby Atmos là. J'ai pas eu de gros feeling en l'écoutant, alors que la version Blu-ray 4K et même la Blu-ray, elle a les mêmes pistes sonores Dolby Atmos sur le premier film, Dolby 7.1 sur les autres films. Le sub, il sautait de mon plancher là, tellement que la qualité, la non-compression des films là. Puis, L'équipement que tu as par rapport à tester le côté visuel et audio, c'est quoi que tu as chez vous? moi, j'ai une TV 4K LG. La génération, j'ai un blanc de mémoire, mais la génération avant le OLED, là. OK? Et c'est quand même du LED très, très bien détaillé, des noirs très, très puissants, très, très profonds. Et ça, c'est un détail entre aussi le iTunes et le Blu-ray. Le iTunes, il me semblait gris l'espace, OK. alors que sur Blu-ray, c'est noir, noir, noir. Surtout que ça inclut le High Dynamic Range de HDR10 et Dolby Vision. Moi, ma TV est Dolby Vision. Je sais pas si c'est là que la différence de profondeur de noir s'est fait, mais j'ai très l'impression que oui, parce que iTunes, c'est HDR10 seulement. Et puis pour l'audio, tu as quoi chez vous? Pour l'audio, moi, j'ai une chaîne... excuse-moi, le nom, je m'en souviens pas. Non, mais c'est du Dolby Atmos avec... J'ai des haut-parleurs Atmos en hauteur derrière seulement. J'en ai pas en avant. Le Star Trek 6, là, vraiment, le Dolby Atmos, là, il est là tout au complet. Les autres films, c'est le mixage est pas aussi impressionnant. Faut dire que le film date de 1979. Là. Le mixage original ne comprenait pas de la génération de son en positionnement. Là. Ouais, ces films-là, d'après moi, surtout les premiers, n'ont pas été pensés pour faire ça non plus, là. Ça n'a pas été développé en disant, dans 40 ans, il va peut-être avoir des splitters de son, le monde à la maison. C'était plus de qu'est-ce qu'on a qui ressemble à Star Trek chez Paramount, qu'on peut sortir au cinéma pour profiter de la manne. C'était plus ça, là. C'est ça. OK. Ah, Star Wars est là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour
Pour faire de l'argent. C'est ça. C'est ça. OK. Money change everything. Fait que, comment, on va y aller par les 6 films, mais séparément. Le premier, de Motion Picture, de Director's Edition. Comment t'as trouvé cette nouvelle mouture-là? J'ai trouvé que j'ai été surpris d'entendre qu'il avait utilisé du CGI pour améliorer certaines scènes. Puis je vais te dire, entre le CGI puis le blue screen 1979 super mal fait, là, qu'on voit le contour noir, là, je vais te dire, j'ai pas remarqué grande différence à part les étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles qui étaient pas là avant. C'est plus smooth, c'est moins celluloid superposé, là. Mais c'est pas mal ça que j'ai remarqué comme différence, mais aussi le Director Cut, il y a certaines scènes de plus, il y a des exemple, là, il y a du dialogue de moins. Exemple, à un moment donné, Kirk il dit fermez ils viennent de faire visionner quelque chose d'assez traumatisant, puis il dit fermez l'écran. Là, personne bouge, puis c'est comme il dit encore fermez l'écran. On s'entend, c'est Uhura qui fermait l'écran. C'est parce qu'elle est pas niaiseuse, là. À la première demande, elle aurait dû la fermer, là, Ouais. Dans le Director Cut, il dit une fois, tout le monde exécute tout de suite. C'est Kirk, c'est avec un équipage expérimenté. Ils sont pas supposés de se faire répéter les commandes, là. Non, c'est vrai, parce que ça suit la série de leur voyage de 5 ans. Donc, ils ont déjà beaucoup d'expérience en bagage, là. C'est ça. C'est ça. C'est ça, puis son exemple, dans Undiscovered Country, il y a une nouvelle recrue, là, mais à chaque fois que Kirk dit quelque chose, elle surveille. Ouais, mais les règlements, nanana, mais même Spock, il le regarde avec un œil, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là, ma petite fille, là? T'as pas compris, là? OK. Fait que là, tu vois, les 3 premiers films, là, c'est très, très, très structuré, puis ça en est presque désolant parce que toute la série originale, il y avait des petites jokes, des ci, c'est ça. Puis les 1, 2, 3, là, ils se prenaient tellement au sérieux, là. Moi, tu sais, en écoutant les 6 back-à-back, tu te rends compte que rendu Star Trek 3, là, c'est un petit peu... il y a un petit peu d'humour, là, mais c'est vraiment dans Star Trek 4, là, que l'humour embarque, là. Ben, C'est continuel à la fin. Tu sais, Bones, tu sais, hey, le Vulcain, là, mais tu sais, c'est comme... il l'avait pas dans 1, 2, 3, il était trop stoïque dans leur... tu sais, ils voulaient faire quelque chose de sérieux entre Star Wars puis Galactica. ouais, puis même, je te dirais qu'il y a même dans le premier, il y a comme une odeur de 2001 du site d'espace, là. La quête sérieuse. Il y a une odeur de pyjama aussi, les uniformes, là, ça fait pitié. OK, si tu me permets de mon côté, là, moi je te dirais qu'en ayant ça chez moi en 4K, le premier, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas regardé parce que de mon souvenir, c'était pas mon préféré. C'était celle qu'on appelle le boredom Star Trek, là, la visite autour de l'Enterprise qui a été refutée, qui dure une demi-heure ou presque. Là. Mais j'ai apprécié la qualité visuelle, les détails. Quand l'Enterprise voyage, on le voit tout petit dans l'immensité de V'Ger. Là, on voit tous les détails de l'intérieur de ce que V'Ger a amassé au travers de son voyage dans la galaxie. Je veux dire, tu peux voir un peu ce qui est organique, ce qui est atmosphérique, ce qui est mécanique. On voit les détails avec le minuscule Enterprise, le gigantisme de ce que est V'Ger. Ça, j'ai trippé là-dessus. J'ai aimé le raffinement un peu des effets spéciaux de V'Ger de l'extérieur, près de la Terre. On voit à cette heure toute la splendeur de la beauté de la planète Terre. Lorsqu'on voit l'Enterprise avant qu'il démarre, là, il y a des scènes que, dans la version originale, il y avait des scènes qu'on voyait pas la Terre. Il a comme oublié de mettre du matte painting à la Terre. Tandis que là, on comprend qu'on n'est pas loin de la Terre tout le long. Mais, en même temps, le 4K est tellement clair que tout ce qui est les contours noirs ressort. Ils n'ont pas... énormément. Ils n'ont pas effacé comme ce qu'ils ont fait lorsqu'il y avait Empire Strikes Back. Je me rappelle, lorsqu'il y avait sorti les Special Edition, il y avait nettoyé tout ce qui était les contours noirs, surtout la bataille de Hoth, tu sais, sur la neige, parce que ça paraissait beaucoup.
Mais là, ça paraît encore, parce que c'est en 4K, puis tu fais que, ah, ben, ouais. C'est beau, mais on voit tous les défauts. La différence entre dénaturer le projet, qui date de 1979, et l'améliorer. Une des améliorations, quand tu arrives sur Vulcain, les colosses, ils ont l'air gros, alors que c'est la version originale, qui est aussi disponible, un disque à part, dans la collection. C'est des colosses, c'est géant, il y en a 3, mais t'as pas l'impression dans l'original que c'est si gros que ça. Mais quand t'arrives dans la version Director Cut, ça descend puis tu vois que le pied du colosse, ok, tu dis wow, là, c'est quelque chose là. Il y a une présence là, ouais. Les Vulcains là en 4K là, la dégradation de couleur là du ciel là, le coucher de soleil qu'on voit là, c'est impressionnant. Tu parlais de V'ger, ben moi j'ai comme pas allumé que c'était ça faisait ça fait 20 ans que je l'avais pas vu le film. Puis même quand j'ai écouté la version sur iTunes qui était pas Director Cut, V'ger, j'avais pas comme l'impression que c'était un vaisseau, puis c'est vraiment dans le 4K, je me suis rendu compte, c'est un immense vaisseau là, c'est comme un effet de boule de neige. V'ger, c'est un satellite qui est parti de la Terre, puis c'est comme si tout se serait collé comme de la mousse sur du velcro le long de son voyage. Puis lorsqu'il revient sur Terre, lui, il veut juste comme redonner l'information qu'il a accumulée, mais il est plus capable de communiquer avec quoi que ce soit que sur Terre. Là. Puis quand le nuage se dissipe, tu vois le vaisseau, mais ma mémoire n'avait jamais enregistré ça. Puis en 4K, c'est comme oh wow, faut que je recule. J'ai reculé souvent sur des scènes pour dire oh wow, faut que je revoie ça. Souvent les écritures sur les vaisseaux, j'ai jamais vu ça en HD, c'était trop petit. Là on voit USS Enterprise tu peux faire pause puis apprécier la qualité des maquettes parce que là aussi on voit que c'est des maquettes. Oui. Il est très bien fait, là. Star Trek 6, j'ai moins eu l'impression qu'il y avait des maquettes, là, mais on s'entend que le CGI commençait à être bien dans ce temps-là. Oui. Mais les autres, là, que les vaisseaux ont l'air des maquettes. Là. Star Trek 2, The Wrath of Khan, en 4K. Comment t'as vu apprécier ce film-là dans cette nouvelle mouture-là? Ben, c'est sûr que le son, j'ai trouvé... Tu sais, le Motion Picture, ils ont retravaillé le son, puis c'était bon. Puis là, on arrive dans Wrath of Khan, puis même quand il crie Khan, là, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas rien. C'est en True 7.1, True Dolby True HD 7.1, mais il l'utilise 0. Ah. Puis, mais du côté aussi, je me posais des questions côté compression. Parce que le director cut de ce film-là est sur le même disque et non un disque séparé. Puis j'ai vu, je sais pas si c'est mon lecteur là, mais à un moment donné, il y a une scène qui faisait du switchage de chaîne. Là, les sous-titres sont venus tout croche, puis il y a eu du vert dans l'écran. Ah ouais. Au changement de scène d'une scène, au changement de layer du disque là, ça a comme freezé, puis ça m'a comme sorti du film là. J'ai reculé puis effectivement, c'est peut-être mon lecteur, mais j'ai trouvé ça vraiment poche là que le switchage d'une scène director cut soit ait fait ça là. T'es un connaisseur de Star Trek. La question que tout le monde se pose, puis là même à 4K, j'étais comme le chess de Ricardo Montalban, c'est-tu son vrai chess ou c'est un face, c'est un plate? C'est son vrai chess. Bien huilé, là. C'est parce que son collier qui est ici est collé au chest. Fait que t'as l'impression que le collier sert à camoufler le chest plate avec son vrai cou, mettons, là. Tu sais, c'est parce qu'il est comme pas Ricardo Montalban, là, de cette époque-là, est encore assez en forme, là. OK, c'est pas comme dans Balance of Terror, là, que c'est vraiment l'épisode du Star Trek original qui est dedans, là. Il est musclé, là, mais là, c'est sûr qu'il y a eu un petit peu d'huile pour rendre ça brillant, plus cuir, là. Puis dans ce temps-là aussi, la mode du bronzage était encore à la mode, puis faisait des annonces de
de Chrysler aussi, là. Mais tu sais, on parle de Cannes, là, puis moi, je le ris tout le temps à chaque fois quand il pogne Chekhov puis il dit « Je me souviens de toi ». Mais c'est parce que Chekhov était pas encore dans la série quand, Oui, quand il on était là a la déjà première fois. parlé de ça. On a déjà parlé de ça, toi puis moi, il y a C'est ça. longtemps. Oui, oui, Mais c'est vrai. je le ris tout le temps. C'est sûr, puis là, ils ont créé un backstory pour dire, ah, il était pas sur le pont, il était ailleurs dans le vaisseau. Oh, ouais, mais gars, tu sais, on sait tout, l'acteur était pas engagé encore à cette époque-là, mais le sourire est encore là. Puis, j'ai trouvé dans le 4K, quand on regarde les bébites qu'ils mettent dans leurs oreilles, tout Ouais. ça, là, là, on voit que c'est du stop motion. Puis, Mais il y a c'est bien beaucoup fait pareil. mais c'était bien fait. Puis, le, quand on voit l'effet Genesis là aussi là, Ouais. que c'est fait avec les ordinateurs d'époque, puis c'est high tech là, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail, puis qu'on voyait pas nécessairement en HD là, Merci de me rappeler ça. qu'on a vu au cinéma. Ouais. Merci de me rappeler l'effet de Genesis par ordinateur parce que lorsque tu étais chez moi il y a une couple de semaines, on s'était parlé à un moment donné, je me rappelle pas si tu l'as regardé ou. Tu sais, je t'ai dit qu'il faudrait regarder. Moi, j'ai regardé la série documentaire Light and Magic sur Disney+. Non, j'ai pas eu la chance de regarder ça. Parce qu'il y a un segment c'est sûr que c'est dans mon. Il y a un segment qui parle de lorsqu'ils ont emporté c'est ILM qui faisait des tests, les premiers tests d'ordinateur. Et c'est là que ça a servi pour l'effet de Genesis. Il en parle dans la série de Light and Magic. Fait que si jamais tu veux avoir un petit backstory par rapport à comment ça s'est fait puis comment c'est arrivé dans Star Trek, tu vois ça dans Light and Magic. C'est vraiment cool comme information, comme supplément. Là. Fait que lorsque je l'ai revu en 4K, j'étais comme ah, là tu comprends comment ça s'est fait puis comment c'est arrivé là. Parce que J'ai été quand même impressionné pour le style d'animation pour l'époque. Puis on regarde aujourd'hui, puis c'est comme ah, il y a rien là, mais moi je recule dans le temps des jeux vidéo de l'époque là. C'était très avancé pour. On n'est pas à Toy Story encore là, mais non. Ben, ça en venait. dans ce film-là, ce qui était impressionnant, c'était la scène d'ouverture avec le test Kobayashi Maru, où est-ce que tu as comme qui est la graphiques. première fois qu'on en parle, Ouais. puis il en parle dans tous les films après. Ouais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que t'as comme t'as comme une bonne. Comment je dis ça? T'as une bonne capacité de comprendre la 3 dimensions dans l'espace avec les graphiques qui montrent la distance entre le vaisseau qui demande de l'aide et l'Enterprise. C'est des effets graphiques par ordinateur qui sont bien réussis de cette époque-là. Puis l'effet de Genesis. Moi, je me rappelle, j'étais un kid, là, ça fait 40 ans de ça, j'avais 8 ans. Puis je me rappelle, c'était comme wow! Et aujourd'hui, c'est sûr, comme tu dis, tu peux presque faire ça sur ton téléphone. Là, dans ce temps-là, c'était révolutionnaire. Puis aujourd'hui, en 4K, je trouve que ça a bien vieilli. Pour les autres films, j'ai pas le temps de dire. Ben, écoute, moi, j'ai regardé 1, 2 et 6. C'est une question de temps et de choix. Le 1 parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles choses. Le 2 parce que je l'adore. Et le 6. Les autres, je me suis dit, à un moment donné, je vais avoir le temps et je vais les regarder. Toi, tu as regardé tous les films. Fait que ton impression sur le 3. Oui, je les ai tous regardés. Parce que le 3, pour moi, c'est le plus important dans l'histoire de Star Trek. Par rapport à ce qui se passe dans le film. Ben, c'est une suite directe du 2. Le 2, 3, 4, ça se passe, je dirais que ça se passe dans une semaine, là. Ouais. C'est vraiment un après l'autre, puis tu sais, Star Trek 3, c'est les effets spéciaux sont beaucoup mieux, il y a moins de contours noirs, là. On voit que les années sont rentrées dans le film. Ben, les effets visuels étaient beaucoup mieux. Je reparle encore du coucher de soleil sur Vulcain parce qu'ils s'amusent à nous le montrer, là. Puis la dégradation, tu sais, c'est beige, là, Vulcain, là. C'est dur à faire de quoi avec ça, mais la qualité du beige, la dégradation, tu sais, l'effet escalier, là, sur iTunes, là, c'est tellement compressé pour streamer que oublie ça, là, des scènes comme ça, là, ils peuvent pas y arriver en streaming. OK. Sur Blu-ray, même le Blu-ray est beau comparé au streaming 4K. OK. Fait que c'est un vrai fan de Star Trek va aller chercher ce coffret-là 4K pour le visuel. Okay. C'est ceux qui sont
juste fan de l'histoire, c'est beau, mais ceux qui sont fans de la technique, puis de voir tout le travail que les gens ont mis sur ces histoires-là, sur la cinématographie, le 4K va juste mettre du bonbon dans leurs yeux pour ces bouts-là. Ce qu'on remarque tout de suite avec entre Star Trek 3 et 4, c'est que le lieutenant Saavik, c'est plus la même actrice. Entre le 2 et le 3. Entre le 2 et le 3, Saavik change de personnage, puis dans l'autre, dans le quatrième, elle est là au début. Ouais. Mais l'histoire, l'histoire du retour de Spock, c'est de changer un peu sa personnalité pour être plus stoïque pour les autres films, pour rajouter comme un genre d'intrigue au McCoy, il avait plus vrai. McCoy, c'est celui qui chiale tout le temps après les Vulcains. Là, il y avait une raison de plus de chialer pour dire hey, t'es revenu des morts, mais t'es revenu pire qu'avant. C'est plus une mise à table pour les prochains films. Ouais. On tombe dans Star Trek 4, Les Baleines. Là, c'est le film le préféré de tout le monde. C'est le film le plus accessible à l'auditoire qui n'est pas un fan de Star Trek. C'est ça. C'est là que c'est Leonard Nimoy qui l'a réalisé. Puis il a mis vraiment de l'humour, là, qui a écrit l'histoire aussi, à l'aide de plusieurs autres personnes. Ouais. C'est lui qui a remis l'humour de la série originale, qui était devenue énormément trop sérieuse là, dans les films. Là. J'aimerais ça te faire une petite parenthèse, Martin. La scène dans l'autobus où est-ce qu'il y a un punk avec son boombox. Ouais. OK. Ce même acteur-là joue le même personnage dans Spider-Man Homecoming. Alors, oui, le même acteur joue le même punk, mais beaucoup plus âgé. Dans une scène où est-ce qu'il y a Spider-Man sur le top d'un building, il y a un arrêt d'autobus en bas, un arrêt d'autobus bien sûr, avec un gars assez âgé avec un boombox, puis il dit « Hey, fais-moi un split, Spider-Man! » Puis là, Spider-Man fait un flip, c'est le même acteur qui fait le même personnage de Star Trek 4, le punk dans l'autobus. Juste une petite anecdote. Là. Je vais être obligé d'aller le revoir. C'est sûr, je l'ai examiné beaucoup côté widescreen parce que c'est quand j'avais mon site de critique, je m'en servais régulièrement pour expliquer le widescreen aux gens parce que à l'époque, on avait des TV carrées. Ouais. Puis quand c'était la scène dans le camion là que les trois personnages sont assis un à côté de l'autre puis qui discutent là, ben à chaque fois on voyait juste deux. Quand on voit le Spock puis Kirk, puis la biologiste des baleines, là. Ah, dans le cadre, là, dans un camion. OK, oui. Côte à côte. Puis, quand on était en plein écran carré, on voyait juste deux personnages à la fois. Parce que, sinon, il y aurait eu, à widescreen, il y avait les barres noires, là, Ouais. qu'on adore, qui ont conservé. Fait que là, ouais, je te vois. Moi, je les aime bien. Je suis un fan des westerns avec les barres en haut, en bas. Mais c'est parce que moi, non, mais Martin, j'ai pas de problème avec les barres noires chaque côté pour les pan and scan, là. J'ai aucun problème, pour de vrai. Moi, mon problème que j'ai eu récemment, c'est lorsque Zack Snyder a refait Justice League en version pan and scan pour version IMAX, mais le film n'a jamais été projeté en IMAX au cinéma. Fait qu'il a fait une version boîte carrée pour la télévision qui est pas boîte carrée. Ça m'énerve, par exemple. Mais... Ou Netflix, que présentement, il diffuse Seinfeld en widescreen, alors qu'il n'a jamais été tourné en widescreen. Ouais. Là, il coupe. Je manque du monde assis sur le divan en bas, là. Sont plus là. Ouais. Mais ouais, fait que c'est un bon exemple. Si tu veux montrer à quelqu'un le pan and scan puis le widescreen avec Star Trek 4 pour cette scène-là, c'est sûr que si tu as 3 personnes, puis là, avec le pan and scan, tu en as 2, tu peux facilement expliquer la différence à quelqu'un. Parce que je me rappelle, moi aussi, j'ai eu ce problème-là quand j'étais plus jeune. J'achetais les VHS avec les widescreen edition, puis là, le monde disait, je vois pas la différence. Ben oui, il y en a une, mais... Tu sais, puis le monde disait, pourquoi t'achètes un film qui a une barre noire en haut et en bas? Non, il n'y a pas de barre en haut et en bas. C'est le plein écran. Je veux avoir plus d'images. Non, t'as pas plus d'images. T'en as moins. C'est ça.
Euh, Euh, oui. Star Trek, revenons à Star Trek. Moi, j'ai été fabulé par le Bird of Prey, là, les couleurs étaient tellement belles, tellement. Moi, j'ai eu le modèle à coller, là, puis je me suis, c'était vraiment, fallait que j'aille les bonnes couleurs, puis tout ça, puis c'était vraiment. Là, en regardant ça, j'aurais changé les couleurs de mon Bird of Prey pour être sûr. Regarde, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment top-notch là, la coloration. Euh, puis aussi ce que j'ai remarqué, puis j'avais jamais remarqué sans écouter les films back-à-back, c'est que Star Trek 4 et Undiscovered Country sont les seuls Star Trek avec une musique différente. Les autres, c'est toute la même musique. T'as raison, t'as raison. Puis moi, de mon côté. J'ai été comme surpris après 3 films, c'est comme ah, regarde donc, la musique est changée, puis je l'aime bien, là. Puis Ouais. elle fait très années 80, comme les coupes de cheveux du film, là. Tu sais, tu me parles des choses qu'on remarque en regardant les films back-à-back. En 4 on voit plein de choses. Oui, la scène dans The Motion Picture, OK, où est-ce qu'il fait le tour de l'Enterprise pour la visite protocolaire, je dirais, mettons, là, je sais pas c'est quoi le bon nom, les mêmes scènes visuelles qui ont été utilisées pour le premier film sont en majorité utilisées pour le deuxième film aussi, parce que tu fais comme, hey, c'est les mêmes plans d'écran, c'est la même affaire. Ils ont, comme la moitié des scènes visuelles de l'Enterprise qu'on voit dans l'épisode 2, dans l'épisode 2, on parle de Star Wars, dans Star Trek Wrath of Khan, dans Wrath of Khan, c'est des plans qui sont réutilisés du premier, puis j'avais jamais remarqué avant, j'étais comme, hey, c'est la même affaire, c'est les mêmes. Puis, quand on le regarde dans les fenêtres, là, tu vois, c'est une image carrée qui a été rajoutée par-dessus, elle est même pas courbée, là. Puis aussi, tu sais, cette scène-là qui font le tour, puis tout ça, là, si t'as écouté le premier épisode de Enterprise, la série, ils font la même affaire, sauf que les gars sont là. Tu sais, dans Star Trek The Motion Picture, ils regardent ça, puis c'est comme it's nice, puis ça arrête là. Puis dans Enterprise, ils sont là, puis ils regardent. Là, l'ingénieur, il dit hey, ça fait du 0,5 warp en 30 secondes. ça a donné tout de suite la donne à la série, que ça serait une série de les premiers essais, puis les gars de char, puis tout ça. C'est quoi? C'est le NX-01 Enterprise, c'est ça? C'est ça. OK, ouais. Tandis que l'Enterprise qu'on voit à partir du film fait du 5 warp speed. C'est après ça que ça a commencé à... le premier moteur 5 warp humain. C'est ça. Puis après ça, dans les Next Generation, là, ça a évolué au 7, 8, 9, je me rappelle bien. Là. 7, 8, 9, puis dans justement Star Trek 4, là, ils font le tour du soleil pour remonter le temps. Ouais. Puis ils font du warp 9.9, là, puis c'est ça qui leur permet de faire voyager dans le temps, mais c'est parce qu'un Bird of Prey peut jamais faire cette vitesse-là. Là. Ben, on s'entend, là. Selon des specs, comme des fans de Star Trek. Là, tu parles comme un fan de Star Trek. Dans le cinéma, là, ils appellent ça le suspense of disbelief. Ouais. Quand tu réussis à croire quelque chose, tu peux passer à d'autres choses, mais à un moment donné, ce que tu acceptes, ça va beaucoup plus loin. Hey, gars, tu sais, gars, moi, là, j'ai plusieurs livres de Star Trek, dont le guide officiel des médicales de Starfleet qui parle de toutes les races, puis comment les soigner, puis tout ça. Hey, gars, il y a quelqu'un qui s'est assis, là, puis il a dit « Hey, on fait un livre sur ça, très sérieux, puis qui est référencé. » Puis j'ai le manuel du jeune... qui arrive à Starfleet Academy, qui explique tout l'historique de la Terre depuis le 20e siècle. Là. OK, ouais. C'est comme, OK, gars, je suis en train de lire ça, puis je prends pour du cash tout ce qu'ils me disent dedans, là, pour pouvoir dire, hey, la mythologie de Star Trek, hey, ça se peut pas, puis telle affaire, puis... Tu vas t'en servir pour te avec du monde après. C'est ça. OK. J'ai gagné une case dans une convention en utilisant ce que j'avais appris dans le manuel. En répondant tout en Klingon. Puis je dis, sors le manuel, puis le gars, il dit, ah, t'as raison. Ouais.
OK. Là, on est dans le geek nerd, On là. retourne au film. Ouais, retour au film. On parle du cinquième, Star s'il te Trek plaît. 5. Le mal-aimé. Le détesté de tous. Puis moi, je l'écoute, là, et je vois pas pourquoi. Ouais. Puis moi, ce film-là, c'était vraiment... Star Trek 5, ça a été comme... À part la série originale, là, Star Trek 5 a été mon introduction, on va dire, à Star Trek cinématique. Wow! Et, moi, j'avais écouté la série originale, puis Ouais. les films m'avaient jamais vraiment attiré. Puis là, Star Trek 5, c'était vraiment parce que j'avais eu sur mon PC un jeu vidéo avec des scènes animées de Star Trek 5. C'est pour ça qu'il est resté plus à mon esprit. Puis avec Cyborg, Cyborg, le frère de Spock, Demi-frère. qui va être dans la deuxième saison de Strange New World, que j'attends avec impatience. Oui, John, à mon travail, m'en a finale, parlé de ça, oui. La finale, c'était Cyborg qui se revirait de bord, puis gars, ils ont même pas dit son nom, puis je savais que c'était qui, là. OK. Fait que, les personnages sont très bien arrangés. Ouais, une autre parenthèse par rapport à ce film-là, l'édition, tu dois certainement avoir eu ça, l'édition en VHS avec, tu sais, sur le dos de chacune des cassettes, tu avais l'Enterprise avec les 6 films, tu avais l'Enterprise ensemble, là. Tu te rappelles de ça? Ouais. Ça fait un Moi, bon en tout cas, je me rappelle très bien. L'édition VHS de Star Trek V de Final Frontier, la scène où ils reviennent avec la petite capsule Galileo à l'intérieur de l'Enterprise, et puis qui débarquent, puis en haut, t'as Chekhov qui les voit sortir. Tu te rappelles cette scène-là? Ouais. Qui a un escalier pour descendre, là? Ouais. Dans cette scène-là, sur la cassette VHS, en tout cas, la première version qui est sortie en VHS de cette collection-là de Star Trek, elle est, comment je fais ça? Elle a mal été présentée en montage. Elle est 2 fois présentée. T'as la scène où est-ce que le Galileo rentre dans l'Enterprise, il sort du vaisseau, puis c'est là que Spock explique à Kirk que c'est son frère. Puis après ça, ça recommence. T'as le Galileo qui rentre dans l'Enterprise. Ils ont mal fait le montage. Ça, c'est sur cassette VHS. Puis on dirait qu'à chaque fois que je vois ce film-là à Star, même s'ils l'ont corrigé, Même si arrangé. ça m'a resté dans la tête que cette scène-là est 2 fois présentée sur la version VHS. C'est une petite parenthèse. Là. Mais ça débute, ça finit dans le décor du parc national de Yosemite. Ouais. Parc que j'adore, que je rêve d'aller visiter. Pas par Star Trek, c'était bien avant Star Trek que j'avais connu ce parc-là, puis sa montagne, son flanc de montagne. Puis quand j'ai vu ça là-dedans, c'était bon. Puis là, j'ai vraiment regardé, essayer de voir là, c'est en 4K, là, on voyait que l'acteur qui montait, que c'était pas William Shatner, mais c'est tellement bien fait, bien monté, puis on n'a aucune chance de voir. Il y a de l'ombre. Ouais. Quand on est supposé de voir son visage, fait que on sait pas si c'est le vrai Shatner, mais gars, c'est sûr que c'est pas lui là. Fait que j'ai pas misère à croire que c'est lui qui est tombé. Il y a de quoi là qui me dérange dans ce film-là, spécialement après avoir écouté tous les autres films. Il détruit une sonde voyageur. Ouais. C'est comme, gars, c'est parce que c'est pas Voyager. C'est un satellite. Là. Ah oui, c'est ça. Mais c'est une sonde voyageur, ouais. c'est sûr. Puis c'est dans Star Trek Motion Picture, ils disent c'est Voyageur 6, ce qui a jamais existé. Là, mais à l'époque, ils venaient de lancer Voyageur 1 et 2, fait qu'eux autres, ils ont conclu qu'il y en aurait d'autres après. Là. Ils se pratiquent à tirer là-dessus. Une chose que j'aime raconter par rapport à Star Trek V, puisqu'on peut toujours trouver du bon et du mauvais dans tout ce qu'on consomme, right? Pour moi, Star Trek V est le plus mauvais de l'équipe originale. Du 1 au 6e, même tu peux peut-être mettre le 7e, puisqu'il y a quand même quelques personnages. Sauf que dans l'épisode 5, je reviens encore aux épisodes, mais en tout cas, Star Trek V, The Final Frontier, un moment pour moi qui est important, que j'ai beaucoup aimé, qui reste en ma mémoire, c'est la séquence au feu de camp, au début, où est-ce que Kirk explique... pas la chanson, mais là, ce qu'il explique à McCoy et à Spock, que malgré le fait qu'il tombait du ravin, il savait qu'il allait pas mourir parce que ses amis étaient là. Puis il dit « I've always known I'll die alone ».
c'est un foreshadow à ce qui s'en vient dans Generations. Puis je me rappelle toujours, je vais sûrement rappeler, lorsque c'est arrivé, son décès dans Star Trek Generations, ça me, tout de suite, je me rappelais de cette séquence-là dans Final Frontier. Ça m'a fait plus apprécier Final Frontier à cause de ça. Puis en même temps, dans ce temps-là, lorsque tout le monde disait « Ah, il aurait dû mourir en capitaine de son Enterprise au combat, ça aurait été plus glorieux. » Non, c'était la seule façon logique de le faire mourir, c'est qu'il n'y avait personne avec lui pour l'aider. Fait que c'est ça, c'était mon point fort de Final Frontier, c'est cette séquence-là, de Final Frontier, là, ce qui explique ces deux copains que, même s'ils tombent de ravin, ils sont là. Malgré le fait que la gravité marche pas pantoute avec les bottes de Spock, là. ça tient pas de bout de pantoute. Je veux dire, tu peux pas être en parallèle à l'horizontale avec des bottes qui poussent. Avec des bottes qui poussent, c'est ça. Ça marche pas. Mais anyway, comment tu dis ça, le disbelief? C'est ça. Suspension of disbelief. Oui, il faut l'avoir beaucoup dans ce film-là. Et avec le temps maintenant, on sait aussi que toutes les troubles de production qu'il y a eu en arrière de ça, que comme bâclé tout croche ce film-là. Shatner n'avait pas vraiment l'expérience requise pour pouvoir faire ça, mais ils ont accepté parce que c'était... Lui, il a dû dire, ben tu sais, mon chum, Nimoy peut l'avoir dans le 4, ben moi aussi, je l'ai vu dans le 5, fait qu'ils ont accepté. Mais il n'y avait pas l'expérience pour pouvoir livrer un film de cette ampleur-là, puis il n'y a pas eu le budget non plus pour pouvoir livrer le projet comme il voulait. Fait que, ben, tu sais, tout le temps, Star Trek 5, dans ta collection, là, quand tu as tes films comme ça, là, tu sais, quand tu as tes films là, côte à côte, là, le 5e, c'est comme le cousin ou le mononcle qui est tout le temps sous au party de Noël. Il est là parce que c'est le mononcle, mais tu sais, il fait partie de la famille. Tu peux pas l'inviter au party de Noël, tu sais. Fait que c'est ça. Quand tu regardes tes coffrets une dizaine d'années plus tard, ben c'est le moins magané. Des fois, tu ah, il est même pas déballé. OK, ouais. Bon. Ouais, ça m'arrive souvent, ça. Le 6e, qui est mon préféré. Si tu veux... Oui? Si tu veux vraiment apprécier Star Trek 5, faut que tu l'écoutes avec la piste de commentaires de William Shatner et sa fille. Sa fille, là, était sur le plateau, était tout petite, puis elle voyait plein d'affaires que personne voyait. Les chicanes, tout ça, puis là, elle rapporte tout ça. Puis là, elle s'astine avec son père, puis elle dit, écoute, j'étais là. Oui, c'est vrai, parce que dans les suppléments, il y a... qu'est-ce que ça dit donc? Il y a 2 commentaires audio. Il y en a un avec McCall et Dennis Okuda. Excellent. Puis l'autre commentaire, c'est ça, c'est William Shatner et Liz Shatner. C'est que c'est là que tu parles. C'est ça. Ben, c'est vraiment très bon, cette piste. OK, je vais regarder ça. Ça te fait apprécier le film, les difficultés qu'ils ont eues, puis là, elle voit des scènes, puis elle dit « Ah ouais, ça! » OK. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans Star Trek 5, c'est Captain Claw, qui est le Klingon, là, cool, là, puis qui arrive, hey, moi, je tire du garbage, puis je vais être un bon warrior, puis c'est vraiment le Klingon typique, là. Ouais. J'ai bien aimé ça. Et il n'y a pas un côté... Là, on passe au 6, mais on va parler du 6, mais la transition entre les deux, c'est l'acteur que je veux te parler. L'acteur qui joue le chancelier dans le 6, c'est celui qui représente les humains sur... c'est quoi, c'est la planète Nimbus 5 dans l'épisode 5? 3. Non, OK, mais dans l'épisode 5... Nimbus 3. OK, Nimbus 3 sur la planète où il y a un humain, un Klingon puis un Romulanais. Un Romulien, c'est le Romulien. Bon, ben l'humain, c'est le même acteur qui fait le chancelier Klingon dans le 6. Je l'ai pas compris, celui-là. Ouais. Ben oui, c'est le même acteur. Tu sais, comme... Pourquoi ils ont pris le même acteur? 2 films qui se suivent pour jouer 2 races différentes dans des rôles qui sont visuellement, tu sais, c'est pas comme en arrière-plan, là. Ils sont importants, là. En tout cas, j'ai trouvé ça bizarre. Puis t'as sûrement remarqué que un des hauts gradés de la fédération, c'est Odo, dans Deep Space Nine. Ouais, René Aubergenois. C'est ça. Ouais. Tu sais, avec sa petite moustache qui était vraiment pas belle, là. il y avait lui. Puis le président, c'est le chien sale là, dans Robocop qui fait le président. Ouais. C'est assez bizarre comme distribution dans ce film-là. Là. C'est ça. Ben, c'était les vedettes hot de l'époque, là. Ouais, et qui coûtaient pas trop cher. Sauf Christopher Plummer, que ça a l'air qu'il a coûté une beurrée, puis il arrête pas de faire des citations de littérature terrienne comme si c'était des citations Klingon.
Puis là, il dit, ah, t'as jamais pu apprécier Shakespeare tant que tu l'as pas vu dans la langue originale Klingon. Ouais. Puis, ça prend juste un, un Klingon débile pour avoir une patte sur l'œil avec des vis. Mais Dans le crâne. j'ai pu comprendre que l'opportunité qu'ils ont eue d'avoir un acteur de ce niveau-là, Christopher Plummer, c'est quand même un acteur théâtral de prestigieux, dans un film, disons-le, de second genre à la Star Trek. T'sais, on peut être fan de Star Trek puis louanger Star Trek, mais ça reste que c'est pas vu comme de la haute culture, nouveau cinéma. D'avoir eu un acteur comme ça, c'est l'amitié qu'il avait avec William Shatner Avec Shatner. à Montréal. Ils ont étudié à Montréal. C'est ça. Les Ça deux, vient de là. c'est des chums. Fait que il y a comme un côté là, hey, c'est un peu de nous autres là-dedans, tu sais. Puis Star Trek 6, là, c'est un gros rehash du film Guess Who's Coming for Dinner de Stanley Kramer avec Sidney Poitier, Spencer Tracy puis Ouais. Catherine Hepburn. Puis en plus, Chekhov, il dit, tu sais, quand il invite les Klingons à dîner, il dit Guess Who's Coming for Dinner. Regarde, c'est une référence. Tu sais, le souper, il est vraiment. C'est vraiment une copie de ce film-là, là. Ouais, Qui a des malaises, puis des questionnements intellectuels, puis tout ça. J'ai vraiment aimé ça, là. Que quand ils partent, que le monde sont comme. c'est mon préféré. Moi, je dis tout le temps, The Wrath of Khan, c'est le meilleur film, mais mon préféré, c'est The Undiscovered Country. Parce que j'étais à l'âge de vraiment apprécier un film comme Star Trek, The Undiscovered Country, avec le côté politique, fin de la guerre froide, retransmis dans une version science-fiction, avec Guess Who's Coming to Dinner, tout mélangé dans un melting pot. Mais l'effet visuel, tu sais, la bombe de Praxis au début, l'explosion de Praxis. Hey, gars, je pense que j'ai reculé 10 fois si c'est pas 15 fois pour le regarder. Puis quand que j'ai fini le film, j'ai remis l'explosion, puis c'est comme wow, vraiment, puis avec le sub puis tout ça, puis ma blonde dormait, puis c'est comme OK, je l'ai-tu réveillé? C'était vraiment Je vais ça fait trembler puis quand que avec le sub allumé, quand que Sulu il prend sa tasse de thé puis elle shake là, le salon shakeait de la même fréquence. OK. Là. OK, fait que le son, il est vraiment puissant. ça, c'était moi j'ai la chance de pouvoir être en appartement, je peux monter ça au maximum. Ouais, donne-moi un an ou deux encore, check bien ça. Les voisins vont capoter. Ouais. Ce que je veux dire aussi, c'est... Mon Dieu, j'ai perdu mon fil de ce que je voulais dire. Je t'écoutais, au moins ça te prouve que je t'écoutais. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, OK. Je voulais en revenir à... Je t'ai parlé tantôt par rapport au projet de Genesis puis aux effets visuels de ILM. Oui. Un autre incitatif pour pouvoir t'inviter à écouter Light and Magic. Ils expliquent là-dedans l'explosion de Praxis et un des amis, un des collègues de travail qui travaillait pour Lucas, mais qui était quand même un ami, tu sais, c'était une petite gang au début, là. Il explique dans l'entrevue, il dit à un moment donné, Lucas a vu ça, puis il a dit, OK, je veux ça, mais dans mon film. Fait que Star Trek a quand même la notoriété sur quelques éléments qui ont motivé Lucas à s'inspirer de Star Trek, dont l'explosion à faire le Special Edition. C'est ça, ça vient. C'est pas juste une copie, c'est dans Light and Magic, il le dit publiquement, il dit, Lucas il a carrément dit, je veux ça dans mon film. C'est tellement hot, ça mérite d'être dans un film de Star Wars. Tu sais, c'est comme, fait que ça, c'est deux éléments là. Mais Vas-y. C'était une petite gang pareille là. Puis tu sais la guerre entre Star Trek et Star Wars là, c'est juste les fafans qui l'ont fait parce que eux entre eux, ils étaient pas en guerre là, ils se voyaient régulièrement puis échanger des idées puis sur philosophique puis tout ça là. Puis c'était une job en même temps, c'était un travail de passionné, c'était pas une question de dire tu sais, tout le monde veut que son projet dans la même ville là. C'est ça. OK. Fait que ton impression générale sur les 6 films, en gros, tu penses que ça vaut vraiment la peine d'upgrader? Si t'as déjà les films en Blu-ray, mettons, ça vaut la peine de se pogner les films? Si t'es quelqu'un qui regarde un film, juste regarder un film, ça vaut peut-être pas la peine, mais quelqu'un qui apprécie la qualité du travail des cinéastes puis tout ça, je dis c'est une mise à jour. Tu sais, comme ma blonde, là,
que je le monte en 4K ou en HD, elle voit pas la différence. OK. Pour elle, c'est pas assez important pour le voir. Mais si t'es quelqu'un qui apprécie le cinéma, qui va aller chercher des copies 4K, pas pour 4K, mais pour voir, hey, comment qu'ils ont, est-ce que je vois mieux, Le tu sais, matériel c'est des recherché. vêtements, la couture, la C'est qualité du ça, travail des décors aussi, là. Tu vois, c'est du plastique, puis c'est bien travaillé. C'est la roche c'est en ça, l'air tu sais, comme exemple, un exemple que je donne tout le temps, c'est le film Shooter de Paramount, là. OK? En DVD, quand il tire, sa balle de test, là, C'est avec Mark l'acteur Wahlberg, là. principal, c'est ça. Quand il tire sa balle de test, là, tu vois rien de spécial. Mais quand tu es en Blu-ray, tu vois l'heure autour qui se déplace. OK? En 4K, je l'ai pas vu en 4K. En 4K, ça doit être encore plus hallucinant, cette scène-là. Je l'ai reçu du studio, ça. Je peux te dire que oui, c'est Ah. très clair là, comme visuel, là. Fait que c'est de passer de 4K de HD à 4K, c'est des appréciations comme ça. Si toi, tu vois le gars qui tire, puis ça finit là, puis tu regardes pas les feuilles qui bougent, puis l'air qui bouge, qui fait bouger tout autour, l'onde de choc, euh, ça donne rien d'aller dans le 4K, puis pour n'importe quel film, c'est pour ceux qui apprécient la beauté, là. Surtout pour un film qui la narration est en avant-plan, tu sais, l'histoire, le scénario. Mais un film qui est visuel, comme un film à la Star Trek, Star Wars, Avatar, Abyss, tout ça, le 4K donne de quoi de plus. Mais on s'entend, tu sais, comme Star Trek de Motion Picture, c'est hyper lent, puis t'as le temps de voir le vaisseau passer qui fait le tour. Puis à un moment donné, je suis comme j'écoutais le film, je dis hey gars, ça fait 20 minutes que je vois du eye candy, mais il se passe rien. Oui. Puis à la fin du film, j'étais là, je suis comme OK, gars, c'est le trois quarts du film, c'est du eye candy, puis tu vois le vaisseau qui arrive sur Voyager, puis tu vois la qualité ça aussi dans un Special Edition, les effets dans Voyager, ils sont changés, puis il y a des places que j'avais vraiment l'impression que dans Special Edition, il avait retravaillé des parties de Voyager, mais juste des parties. Puis aussi, si tu remarques, même en 4K, là, quand que ouais, celle-là, même en 4K, à un moment donné, t'as Voyager qui fait un éclair sur le pont de l'Enterprise, puis Ouais. ça tourne, là, puis ça passe devant le monde, là. Ben, tu remarqueras les scènes que l'éclair est vraiment sur les gens, c'est même pas en HD. Tu vois, c'est pixelisé, puis qu'il n'y a pas de qualité. Puis là, oups, l'autre scène est super claire, mais cette scène-là, il devait pas l'avoir sur le négatif original. Tu as un point parce qu'il y a des segments là, je pense que c'est ça. Il y a des bouts dans le film que je regardais, puis là, j'étais comme. Il y a des bouts pixelisés. Ok, c'est pas moi qui C'est ça, fou, là. il doit pas exister, ce segment-là. Il doit être perdu, puis ils l'ont scanné de pas la bande originale, ils l'ont d'un interpositif qui avait la meilleure qualité qu'il y avait. Parce qu'elle est vraiment pas, elle est pas restaurée. Probablement sans l'effet, elle n'existait pas, fait qu'ils ont pris celle qu'il y avait. OK, tu viens de m'éclairer de quoi OK. Parce que du coup, tu fais comme peut-être que mon lecteur a comme buggé pendant une couple de secondes, mais là, tu m'en parles, puis c'est comme, oui, c'est vrai, dans ces bouts-là, il m'est arrivé la même affaire. Fait que, OK, bon, tu sais, des petites choses qui ont C'est des scènes perdues à tout jamais, là. Ouais, tu peux pas les retravailler, tu peux pas les faire parce qu'ils sont avec les effets spéciaux. Quand ils peuvent les refaire, ils ont les originales crues, comme on Ils ont dit. les interpositifs pour comparer les couleurs, puis l'original pour refaire le mix. C'est ça. Mais celui-là, il devait pas l'avoir. Puis, tu sais, c'est un effet d'éclair très, très compliqué. Puis, tu sais, je me disais, OK, ça passe parce que l'éclairage change, puis tout ça. Puis, mais c'est vraiment... tu vois d'une scène, quelqu'un rentre par la porte, puis il est super clair. Puis là, ça retourne à la scène que tu vois l'éclair passer, puis il n'y a pas de qualité. Fait que ça, moi j'ai mis ça sur le dos de... Ils n'ont pas l'original. Ouais, pas, c'est ce qui est... donc, ça aurait pu être mieux, là. Mais en même Ça temps, aurait pu être mieux. je pense pas que ces films-là, après cette version-là, je pense pas que tu vas avoir mieux. C'est peut-être toi qui es plus... C'est ça. T'es plus un IT que moi, là. Moi, je suis plus film geek. Toi, t'es plus vraiment côté techno, là. Même s'il ferait... Tu sais, on parle déjà des TV 8K. Ouais.
Puis c'est ce film-là, il a été présentement, il a été scanné en 4K, qui est vraiment le plus haut des qu'on peut mettre sur. Il y a présentement des nouveaux films qui sont scannés en 8K. Ouais. Mais ce film-là, le négatif, là, à un moment donné, le négatif, là, il sera plus lisible, là. C'est c'est photochimique, ces films-là. Fait qu'à un moment donné, tu peux plus aller chercher, tu vas juste pogner le grain du film. C'est vrai. Fait que Tu vas juste comme sortir plus les, 4K, les- là, c'est pas mal le maximum que ce film-là va pouvoir jouer, là. Je te demande ça parce que il y a quelques années de ça, dans le temps qu'on faisait des podcasts, je t'avais demandé à un moment donné, il y avait toi, puis je l'avais Desto aussi, avec Technocarotte, où est-ce que j'avais demandé où est-ce que on va aller après le Blu-ray avant qu'on découvre le format 4K en média physique. Là. Puis on commençait déjà à se demander si vraiment il allait y avoir d'autres médias après le Blu-ray. Mais là, le 4K te montre un film qui est en visuellement l'œil parfait. Là. C'est pas comme dire, hey, c'est presque parfait ou ça a de l'air parfait. Le film est. Je veux dire, tu vois l'arrière-plan, les décors, tu peux dire, ça c'est en carton, ça c'est en plastique, ça c'est en métal, C'est ça. ça c'est en styromousse. Tu vois tous les détails déjà. Je dis, tu peux pas avoir plus clair que quand tu es capable de décortiquer le matériel. Écoute, Isabelle, ici, C'est la limite du film. Isabelle, c'est ça, la limite de ce que tu peux retirer de la bobine de film. The Shining, l'acteur Jack Nicholson, il porte une cravate, puis Isabelle a vu ce film-là, je pense qu'elle me disait une cinquantaine de fois. Puis lorsqu'on on se l'a acheté en 4K, on l'a mis sur la télévision, puis là, elle a fait aïe aïe, sa cravate, t'as les mêmes graphiques qu'il y a sur le tapis. C'est le labyrinthe, tu sais, Oui. qu'il y a sur le tapis, qui est le labyrinthe à l'extérieur. Sur la cravate de Jack Nicholson, c'est ce graphique-là aussi. Là, quand c'est rendu que tu vois ça, je dis, qu'est-ce que tu peux voir de plus après? Tu sais, si tu fais ça, tu vas plus loin, là. Dans les films récents, ben maintenant on tourne en digital, en numérique. Fait que c'est what you see is what you get. Ouais. Fait que des caméras 8K qui filment en 8K pour protéger pour l'avenir. Mais ce qui a été fait sur film sur bande photochimique, à un moment donné, c'est le grain du film que tu scannes plus l'image, là. Fait que c'est là la limite. Puis, tu sais, je sais pas si, tu sais, comme les films en Technicolor, ils scannent 3 films séparés pour pouvoir les remerger ensemble. Ouais. Puis, c'est ça qu'il disait, plus que tu scannes haut, plus que c'est le grain du film que tu pognes plutôt que le film lui-même. Ouais. Puis après ça, Fait que ils font du smoothing, c'est là la limite. Puis, je vais prendre un autre exemple, Babylon 5. Ils l'ont refait en HD, là, Ouais. dernièrement, qui est juste disponible sur iTunes. Ils ont tout rescanné des films, mais les effets numériques avaient été faits sur un ordinateur Amiga. Puis le maximum, c'est 720p. Ouais. Fait que t'as beau vouloir refaire les effets visuels, tu peux pas. Il existe pas. Le bit, il existe pas. Tu peux pas le scanner le plus Ouais, gros. il faudrait qu'ils développent un budget pour refaire des effets spéciaux pour de quoi qui va pas redonner un côté lucratif à la production de faire ça. Là. Je pense que le seul qui ont fait ça, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Lorsqu'ils l'ont ressorti en 4K, ça a été long parce que justement, ils ont retapé beaucoup d'effets numériques parce que à la base, il y avait déjà toutes les données. Ils ont juste comme repris ces données-là puis les implanter dans du 4K pour pouvoir après ça remerger ça avec la bobine. C'est ça. Ça, c'est la période où ils ont tourné ça qui a permis ça parce qu'on était dans des niveaux d'effets spéciaux quand même assez élevés puis la qualité de bobine très élevée. Fait que ça a permis de pouvoir faire ça, un upgrade assez facile. Ben, j'imagine très dispendieux, mais la franchise mais c'est lucratif. Fait qu'ils vont mettre l'argent là-dedans parce qu'ils savent que il y a un retour d'argent. Babylon 5, je pense pas qu'il y aurait un retour d'argent pour ça, là, mais peut-être un remake, j'imagine, au cinéma, de quoi de même, ou en série, ce serait peut-être pas pire. J'avais pas entendu parler, il me semble que Babylon 5 reviendrait bientôt. Il me semble que j'avais Oh. ça. Anyway. On a parlé des 6 films. La moitié des personnages sont décédés. Ben, ça peut être The Next Generation, là, tu sais. Tu voulais rajouter de quoi, Martin? Oui, pour finir avec le coffret. Ouais. Vous le connaissez, moi j'aime les suppléments, là. Puis je suis un petit peu déçu de ce côté-là parce que tous les suppléments, c'est exactement les mêmes qu'avant. Sauf sur Motion Picture Director Cut.
sur le disque Blu-ray, parce que sur le 4K, ils ont gardé la place pour le film. OK. Sur le disque Blu-ray, il y a un nouveau documentaire qui s'appelle The Human Adventure, qui parle du remaster 4K puis du audio, puis du patrimoine laissé par le film. Puis ils ont rajouté des scènes retranchées. Les effets qu'on voit sur les écrans d'ordinateur dans le background, là, ben Ouais. ils ont tout en qu'est-ce qu'on voit. Puis il y a des tests de costumes. C'est tout ce qu'il y a comme nouveau supplément. Le reste, c'est la même vieille affaire que ce qu'ils nous donnent depuis tant d'années. C'est ce qu'il y avait sûrement sur les films, le coffret des 6 films en Blu-ray. Là. C'est ça. OK. C'est parce que j'ai sauté cette étape-là, je n'ai pas acheté ces films-là en Blu-ray. Parce qu'il y a eu un moment donné où j'avais arrêté d'acheter des films. Puis jusqu'à il y a 2 ans à peu près là, maintenant que j'ai recommencé à écouter des films, j'étais sur le point de m'acheter les 6 films de Star Trek. Il y a le coffret des 6 puis de l'équipe de Next Generation séparément. Puis là, je dis, ah non, mais attendre un peu, l'édition 4K va venir dans pas long. C'est ça. OK. Martin, Bon. maintenant, j'aimerais que tu me parles de ce qui est à part des 6 films originaux ou même de Next Generation, plus le côté, ce que tu as chez toi en médias physiques, des séries télé ou ce que tu consommes en streaming dans l'univers de Star Trek. Dans l'univers de Star Trek, ce que je consomme en streaming, c'est les nouvelles séries. Pour le côté facilité d'accéder, là. Tu sais, quand on écoute un film, c'est bien le fun sur médias physiques, mais quand tu écoutes une série, là, tu veux écouter next, puis tu veux pas changer de disque, puis tout ça. Fait que j'avais déjà commencé à accumuler à Star Trek Discovery. Saison 1, saison 2. Saison 3, je l'ai écouté en streaming aussi. Puis je me suis abonné à Crave pour écouter Strange New World puis les Lower Deck. Lower Deck, là, faut t'écouter ça. C'est toute la... C'est un dessin animé. Ouais. C'est tout. Tu sais, on connaît les capitaines puis tout ça. Ouais, mais qui travaille en bas de la pyramide, là? Ben, c'est cette gang-là. Puis, il y a des affaires, là, que je me suis dit, oh my God, ils ont parlé ça dans Star Trek. Ils ont touché à tel sujet dans Star Trek. Ça fait partie du canon, là, cette émission-là. Puis, ils touchent à des affaires que j'aurais jamais pensé que Star Trek pourrait nous informer. Même chose que dans Strange New World, ils se sont mis au goût du jour. Là. Ouais. Puis voyons il y a une autre série que j'ai écoutée, puis c'est une série pour enfants sur Nickelodeon. Là. C'est une gang de jeunes prisonniers qui réussissent à se sauver d'une planète pénale dans la même c'est Gamma Quadrant, tout ce qu'il y avait voyageurs, là. Puis ils tombent sur un vaisseau de la Fédération. Ils veulent retourner le vaisseau à la Fédération. Pour une émission pour enfants, là, j'ai été agréablement surpris, puis j'attends l'autre saison. Y a-tu une façon que tu peux m'expliquer un peu la ligne du temps maintenant? Il y a eu jusqu'à Next Generation comme une continuité normale. Après ça, on a comme bifurqué en faisant un sort de reboot avec le Kelvin Timeline avec le Star Trek de 2009. Là, il y a Strange New World puis Discovery. C'est quoi qui se passe? Là? Y a-t-il une troisième ligne du temps? On est rendu où? Non, tu te rappelles, dans la série originale, avec Kirk, tout ça, qui a été à la télévision, le premier épisode, le pilote de Star Trek original, c'était Strange New World. Avec le number one qui était une femme, puis tout ça, puis ça n'a pas passé à la production du tout. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est ils ont pogné tout ce qu'ils avaient tourné, ils ont fait un épisode c'est The Cage. The Cage, ouais. Je pense que c'est le deuxième épisode qu'ils ont présenté à la télévision. C'est toutes les scènes qu'ils ont pu récupérer de Strange New World pour faire cet épisode-là, puis dire l'Enterprise, ça n'a pas toujours été à Kirk. Avant, c'était à quelqu'un d'autre. OK. Puis Strange New World, c'est les aventures
de ce qui se passe, qui s'est passé avant Kirk. Fait que c'est le avant Kirk. OK, fait que Spock, c'est le même Spock, mais, C'est le même Spock. mais avant qu'il rencontre Kirk, c'est ça? C'est ça. OK, puis Puis- le capitaine, c'est puis, Captain ça- Pike? C'est Captain Pike. Ouais. Puis un des officiers de la sécurité, c'est Kirk. Mais c'est pas Kirk, c'est Kirk, son père. Qu'on a vu dans le joué par Chris Hemsworth dans 2009. Celle qui meurt puis il donne le nom de son père qui dit on va l'appeler Tiberius, puis il dit t'es-tu drôle, tu sais, on va lui donner le nom. Ah, tu sais, quand il s'écrase sur le vaisseau de Eric Bana, là, c'est son nom, là, anyway, ouais. Anyway, là, je me lance dans... Mais, OK, fait que Strange Mais New... ça se passe avant. Strange World, ça se passe avant Kirk. Ça se passe avant C'était Kirk, ça mais ça qui se était passe... supposé. Mais ça se passe avant le Kirk de la série, de la lignée originale ou de la lignée du Kelvin Original. Timeline? OK, original. Donc, Original. Si ça serait le Kelvin, là, ça serait super éclairé puis super métallique, tout ça. Le Kelvin, là, il est extrêmement brillant comme look, alors que la série originale, la coloration est beaucoup plus normale. OK. C'est ça que tu vas remarquer. Ce qui est dans Kelvin, c'est super illuminé, là. OK. Fait que le Strange New World, c'est un prequel à la série des années 60, autrement dit. C'est ça, exactement. OK, correct. Fait que veut pas, à un moment donné, il va rejoindre la série originale. Ou non, c'est Kirk, qui est son père là-dedans, est trop jeune pour même penser à la naissance de son Oui. garçon, là. Dans la série qui s'en vient, là, c'est que Christopher Pike a eu une vision donnée par les Vulcains de son avenir, Ouais. de comment il va mourir. Puis comment il meurt, c'est exactement de Cage. OK. Ouais, il vient Fait que comme... Fait, Ouais. fait que je sais pas combien de saisons que ça va durer, là, mais ça va culminer à l'épisode de Cage, puis l'avenir, ben on le sait. OK. On le sait, c'est... Parce que j'ai un maniaque de Star Trek à mon travail chez Pyrolator qui me parle en bien et en long et en large de Strange New Worlds. Il m'a parlé de Cyborg c'est à la vraiment fin. Puis, tu sais, il m'a comme... Tu sais, puis là, avec ce que tu dis en plus, ça me donne le goût de me taper. Et nous, j'ai Paramount Plus ici, puis Crave. Fait que c'est sûr que je vais être capable de les regarder. Mais j'avais tellement entendu parler de mal par rapport à Picard puis à Discovery. Je sais pas si tu peux me parler de ces deux séries-là. Pourquoi il y a autant de mal? C'est un... Discovery, là, ma définition de Discovery, c'est un Star Trek artistique. Parce que tout c'est pas pensé par l'histoire, c'est pensé au look de l'histoire. Puis dans la première saison, là, c'est vraiment les Klingons, ils parlent Klingon. T'as pas de traduction, là. T'as des sous-titres, that's-all. Un Klingon, ça parle Klingon entre eux autres. Ça parle pas anglais. OK. Ça j'ai trouvé, c'était une décision artistique vraiment belle, là. Puis, le look de la première saison est hallucinant. Mais plus que ça va, plus que ça vient série Star Trek standard. Sauf que j'ai toujours eu du mal avec le vaisseau. Il peut se déplacer Ouais, il dans fait l'espace. comme un spin, hein? C'est ça? Il fait comme un spin, puis il disparaît. C'est ça, Puis après... il, ouais. il se déplace dans l'espace en claquant des doigts. Ça, tu sais, c'est qu'une technologie qu'on n'a jamais comme entendu parler dans les autres séries. Mais dans la dernière saison, il se ramasse on va dire par accident pour manque de mots, là, dans le futur, mais vraiment futur lointain. Ouais. Puis assez loin pour que la technologie, elle ressemble plus à la technologie d'aujourd'hui. Fait que ça fit très très bien. OK. Mais les 2-3 premières saisons, là, que j'avais de la misère avec ça pour dire, gars, ça se passe dans le même temps que Kirk. Mais quelque chose qui n'existe pas ailleurs dans la mythologie de Star Trek. Ouais, parce que il me semble qu'à la fin de la saison 1 de Discovery, il arrivait face à face avec l'Enterprise de Kirk. C'est ça, de Kirk. OK, puis là, t'as-tu un autre acteur qui interprète Kirk là-dedans aussi, quoi? Ouais. OK. Faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est sûr, Shatner n'est pas éternel non plus, là. Il est capable de faire ça, puis c'est un Kirk jeune, là. OK.
Ce qui est aussi chiant, là. On s'entend, là. OK. OK, ça m'aide à ça. T'as Enterprise qui se passe avant tout ça. Enterprise se passe Enterprise, avant c'est- Strange New Worlds. Ouais. Que je veux C'est- une saison. Enterprise, c'est facilement ma meilleure série, là. Je l'adore parce que c'est des gars de char. C'est la première fois qu'ils ont des phasers, ça vient dans des valises, c'est gros comme ça, là. C'est toutes les premières de quoi. Là, il y a un transporter, puis le gars, il dit, ah, ça a été approuvé pour le transport de la biomatière. Il dit, ah, non, gars, moi, tu ne verras jamais là-dedans. Tu sais, aujourd'hui, dans Star Trek, puis c'est une des choses que j'ai remarqué, c'est, en écoutant les films, l'utilisation du transporteur, là, quand, tu sais, dans le temps des films, c'était comme une bébelle, mais on s'en sert pas trop, puis c'est tout le temps défectueux. Alors que dans le temps de Picard, tu vois, il s'en sert pour comme autobus métro, là. Ouais. Il y a un escalier, tu descends l'escalier, c'est un transporteur qui s'en va ailleurs, puis c'est automatique, là. Parce que tu rentres par la station 5, tu vas sortir à la station 9, là. Tu sais, c'est utilisation quotidienne. Puis, justement, dans Discovery saison 4, ils sont dans un futur. Le futur, c'est tout le monde a un transporteur personnel. C'est pas fait qu'ils font attacher un vaisseau, c'est personnel. Et c'est comme, oh, je m'en vais aux toilettes. Puis il s'en va aux toilettes. Tu sais, on voit Discovery, la dernière saison, m'a vraiment beaucoup plus charmé que les autres saisons précédentes. Parce que c'est de la nouvelle technologie, puis tu sais, on n'a pas à dire « Hey, ça se peut pas », parce que c'est dans le futur. 500 ans, je pense. Non, c'est 1000 ans dans le futur. 900 ans dans le futur. Ouais, j'ai entendu parler que c'est dans l'an 3000 quelque chose, là, c'était fait. C'est ça, fait que tu peux pas... Ton suspense of disbelief, là, il est au maximum parce que tu crois à tout ce qu'ils te disent. Là. Transporteur personnel, pas de problème, ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur du futur. Puis Picard aussi. J'ai entendu beaucoup de bashing sur Picard, malgré le fait que tout le monde a l'air à trouver que l'épisode, ce qui s'en vient avec l'épisode 3 a de l'air pas pire. Parle-moi de ça, Picard. Picard, j'ai adoré ça, mais ma blonde voulait l'écouter avec moi. Je dis, oh, oublie ça. Si tu t'as pas écouté Next Generation d'un couvert à l'autre, si t'as pas écouté une bonne partie de Deep Space Nine, si t'as pas écouté Voyageur, il y a bien des jokes, bien des insights que tu comprendras. Pas du tout, du tout. Tu sais, à un moment donné, la saison 2, ça commence avec Guinan, puis il en nomme pas, puis ils disent pas qu'est-ce qu'il a fait dans la vie. Si tu connaissais pas Guinan, puis tu l'as pas vu... c'est Whoopi. Tu sais, à un moment donné, elle dit tu sais, dans Next Generation, elle dit, Picard, il la rencontre, puis elle dit, yes, parce qu'on s'est déjà rencontrés, mais toi, tu le sais pas. Puis là, dans Picard, il se ramasse dans le passé. Je te couperai pas le punch pourquoi il se retrouve dans le passé, parce que c'est vraiment bon. Il rencontre Guinan, puis il dit, lui, il a redit la même phrase, il dit, toi, tu me connais pas, mais fait que on va se connaître. Vu que tu as vu cette séquence-là avec Whoopi Goldberg qui disait Patrick Stewart, tu me connais pas, mais on s'est déjà vu. Toi, tu fais le lien de ça. Mais moi qui a redit la même affaire. Ouais. Il arrive dans la ruelle, puis la ruelle s'appelle Forward, puis l'adresse de chez Guinan, c'est 10 Forward, c'est le bar dans l'Enterprise. Tu peux pas apprécier ce détail-là si t'as pas écouté la série. Ouais, t'as raison. C'est rempli de ça. Seven of Nine, elle arrive, il y a zéro présentation. Si t'as pas écouté le Voyageur, tu sais pas c'est qui. À un moment donné, il y a un docteur dans un... ils vont dans un laboratoire, il y a un docteur. Il rencontre, puis il dit « Ah, docteur un tel », puis là, c'est comme... C'est le docteur qui était dans ci, puis dans ça, dans tel épisode de Star Trek. Sinon, tu sais pas pourquoi ils se connaissent. OK. Tu vois, à un moment donné, tu vois un autre Noonien Singh, là, puis un autre de la famille Singh, là. Mais si tu sais pas que la famille Singh, c'est la famille à Data, tu viens de perdre la joke. À un moment donné, dans la première saison, il rencontre le Borg U.
qui est un board qui ont séparé du collectif. OK, ouais. Ben là, tu le vois, puis tu sais, c'est comme tout le monde le voit, puis c'est comme aïe, aïe, il est là pour nous aider parce que comme le retour de l'aide qu'ils ont eu à la sortie, puis il est sauve de la marde, là, mais tu sais, c'est comme si t'as pas fait la série. Tu sais, les autres disent hey, you! Tu sais, c'est you. You, c'est son nom. Parce que c'est pas. Parce que les boards, c'est oui, mais lui, c'était you. OK, ouais. Ils ont joué sur le nom, le jeu de mots, puis le fait que les autres, c'est un collectif, c'est oui. OK. Ben, fait que c'est ça. C'est ça. T'apprécies plus Picard. Fait que si t'as pas vu les épisodes Next Generation, au minimum Next Generation, puis Voyageur à partir de Jerry Ryan, là, si t'as pas vu ça, c'est très difficile à suivre parce qu'il présente personne. À un moment donné, Picard, il dit ah, j'ai besoin d'aide, je sais où aller. Il s'en va, puis tu vois Riker puis Troy qui sont mariés, qui ont des enfants. Ouais, qui est comme une suite Mais de ils sont cycles. présentés zéro, là. Si tu sais pas c'est Troy puis Riker, t'as aucune idée c'est qui. Ils les présentent pas. Ils se connaissent, c'est sûr qu'ils se présenteront pas. Ouais, ils disent pas ah bonjour, vous êtes Troy, ah vous êtes Riker, c'est ça, c'est comme salut, ça va, besoin de toi, puis ouais c'est beau. C'est ça. OK, ouais. Fait que faut oh my god, fait que ça demande. Tu sais, il l'appelle capitaine, mais tu sais, il est rendu amiral, mais dans leur cœur, c'est capitaine Picard, c'est pas amiral Picard. Ouais. OK, puis C'est là que je trouve difficile des gens qui aillent écouter cette série-là qui est excellente, mais vraiment excellente. Saison 1, saison 2, c'était du bonbon. J'attends vraiment la saison 3 parce qu'ils ont montré des images dernièrement. Puis l'équipe est reformée quasiment au complet. ouais, tu t'attends quoi de la saison 3, la saison finale là, de Picard? Ah, j'ai vu ça, saison finale, puis ça m'a fait une petite larme. J'étais là, j'aurais pris une autre saison après, là, même si je l'ai pas vu, là. Mais ça va faire que tu vas peut-être. Je dis, ça va peut-être faire que tu vas savourer chacune minute de chacun épisode qui vont sortir. Ah oui. C'est ça. Et surtout, là, je me suis abonné à Crave parce que au Canada, la seule place qu'on pouvait le voir, c'était sur Space. Puis sur Space, la 3/4 d'écran, c'était une bannière pour dire achetez nos produits de Bell, là. Fait que à un moment donné, je me suis tanné, puis j'avais de la misère à écouter Lower Deck parce que il a coupé, puis t'avais une annonce de Bell avant, puis là, oups, ça commençait, t'avais déjà quelques secondes l'émission commencée, puis là, t'avais un banner qui apparaissait, puis après, quand il disparaît, tu sais, ça acheté IGA, puis tout ça, là, dans le bas, là. Ouais, À un moment donné, c'est comme, je me suis tanné, là, je dis, gars, pour voir la série comme du monde, puis tous les détails, moi, m'abonner à Crave, parce que sur Paramount Plus, il n'a pas Star Trek au Canada. Tu sais quoi, tu me convaincs, parce que même Isabelle ici, elle me dit, t'écoutes pas Star Trek, pourtant t'as tous les films de Star Trek, puis t'es comme, non, ce que je consomme en tant qu'actualité sur les films et les séries, tout le monde bâche sur Star Trek, c'est woke, c'est mal tourné, ils ridiculisent Patrick Stewart, ils rendent pas justice à l'origine de Star Trek. Puis toi, tu me dis tout le contraire, c'est bien fait, nouvelle technologie, faut que tu connaisses l'univers de Star Trek pour apprécier Star Trek. J'étais comme, OK, c'est pas ça que j'entends des autres. Puis Picard, tu le vois au début dans son vignoble là, il fait ça vraiment là, pour son frère, puis son père, puis tout ça. Mais tu sais, il aime pas ça, là. Là il dit vraiment, là, Picard, là, ils disent les affaires qu'ils ont jamais osé dire dans Star Trek. Il dit, là, gars, c'est bien beau l'historique de la famille, là, mais gars, commence à être écœuré de ramasser du raisin. Puis voyons. C'est un explorateur spatial. À un moment donné. C'est ça. Puis Jerry Ryan qui fait Seven of Nine, là. Tu sais, yes, Captain, mais t'as reviré de bord, là, puis elle fait sa tête, puis elle fait comme gun blazing, puis tu sais, Picard, il dit, tu tues pas personne, là. Non, pas de problème. Oui, capitaine, à servir d'abord. Attends, puis elle tire partout, là. Puis dans saison 1, là, moi, j'ai comme vraiment... I guess ça, c'est la Seven que je m'attendais de voir. Puis tout le long, là, j'étais vraiment excité, là, sur ma chaise, là. Puis ça valait... si tu connais moindrement la mythologie de Star Trek, la Next Generation au moins... Picard, c'est recommandé. Si t'as jamais vu un épisode de Next Generation, va pas voir ça. Non, mais écoute, moi ce que j'ai consommé, puis tu diras si je vais être capable d'apprécier Strange New Worlds puis Picard. C'est surtout ces deux-là que je veux regarder. J'ai vu tous les films de Star Trek. J'ai vu la série originale avec Shatner, Nimoy, McCoy, toute cette gang-là.
J'ai vu pas mal tous les épisodes de Next Generation. J'ai écouté beaucoup d'épisodes de Voyager et beaucoup d'épisodes de Deep Space Nine. Ça me fait dessus quelqu'un qui est qualifié? Je vais être correct? OK. Tu vas être correct. Puis Strange New World, c'est juste d'être au courant de l'épisode de Cage. Ouais. Puis tu vas avoir tout ce qui font référence, c'est vraiment, tu vas le reconnaître de cet épisode-là. Sinon, le reste, il n'y a pas de prérequis en tant que tel là, pour Strange New World, à part de, tu sais, quand il va voir son avenir avec les Vulcains, qui vont lui montrer son avenir, ben si tu as vu l'épisode de Cage, ben tu comprends parfaitement. Sinon, gars, t'embarques dans le ride, puis à un moment donné, ils vont arriver là. Mais tu sais, c'est un clin d'œil intéressant. Mais Picard, là, faut que tu sois, faut que tu connaisses un peu la matière avant d'embarquer dans ça. Parfait. Toi, t'es correct avec ce que t'as vu, là. Ouais. Tu en as vu assez pour voir les clins d'œil. Peut-être pas le clin d'œil à tel scientifique qu'ils font dedans, mais les clins d'œil à Seven of Nine, puis tout ça, puis à Picard, puis ses raisins, puis tout ça. Oui, ils ont même, ça a l'air ramené T'as vu les films, là? Ils ont ramené aussi la Borg Pardon? Queen, hein? La Borg Queen est revenue aussi. Oui puis non. Oui, mais, Oui, mais c'est tu le veux pas- punch que je te disais, là. Je peux pas te donner le punch, là. OK. Parce que j'ai vu que C'est l'actrice saison 2. était... Ouais. C'est saison 2, elle revient, mais gars, je suis tombé en bas de ma chaise, moi. OK, dis-moi pas rien. Je vais la regarder. Agréablement. Mais qu'on se revoit pour un barbecue, je pourrais plus de jaser Star Trek parce que je vais me rattraper là-dessus, OK? Je te promets. Ma blonde, elle me fait regarder des Chucky puis des affaires d'horreur, mais elle m'a quand même Star Trek. Mais, peux-tu, toi, me dire, en fan de Star Trek, est-ce que tu me recommandes l'achat des films de Star Trek en Blu-ray 4K? Je te recommande ça en Blu-ray 4K. Puis c'est un achat de rêve. Comme je te dis, ça fait 20 ans que j'avais pas vu les films, puis je les ai appréciés d'un couvercle à l'autre. Ouais, Je vais me retaper probablement quelques suppléments dessus que je me souviens pas, mais les titres sont alléchants. Là. Parfait. Écoute, moi, je conclue là-dessus. Je te dis merci beaucoup. Reste avec moi, puisque je vais juste jaser après. Là, coupe-moi pas la ligne. Mais pour les gens qui ont resté jusqu'à la fin de la vidéo, juste annoncer que je vais offrir des concours pour le coffret de Star Trek et des concours pour gagner les 6 films séparément de Star Trek en 4K. Puis il y a aussi quelques éditions en Blu-ray qui pourront vous aider à compléter peut-être le coffret des 4 films si vous l'avez déjà, avec le 5 et le 6 séparément. Puis, comme je dis tout le temps, c'est peut-être pas... on vous donne peut-être pas de l'argent, mais on vous donne des cadeaux. C'est bien plus intéressant. Merci beaucoup. Même pas déballé. Merci beaucoup, Martin. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Puis, Martin, longue vie et prospérité. C'est ça, live long and prosper.